Ah, qu'est-ce que j'aime ce petit moment partagé avec vous. Même si c'est indirect, c'est super agréable pour moi d'enregistrer des podcasts et de savoir que pendant la promenade, pendant le cardio, pendant que vous faites le ménage, pendant que vous nettoyez votre piscine si vous avez de la chance, ou alors, j'en sais rien, toute autre occupation. Moi, j'adore faire ce podcast parce que je sais que c'est en gros une sorte de conversation avec vous. Bon. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon été, que vous arrivez quand même à faire ce que vous aviez envie de faire durant l'été. Alors, je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont plutôt orientées vers des activités extérieures, des activités qui ne passaient pas par la douane ni par tous les contrôles qui existent. Je sais que malheureusement, il y a un petit peu ce climat actuellement. Donc j'espère que vous arrivez quand même à profiter correctement et que vous arrivez à vous détendre, parce que c'est quand même le but de l'été, de réussir à se détendre un petit peu et à revenir rechargé, parce que septembre va arriver relativement vite et il faut quand même être prêt à encaisser l'automne. Alors moi, personnellement, je sais que ça va en faire sourire beaucoup, mais moi j'adore l'automne. Je sais pas, peut-être pas vous, mais moi j'adore vraiment l'automne. C'est-à-dire que l'automne pour moi c'est les couleurs, c'est l'ambiance qu'il y a, etc. J'aime ça. Voilà, il y en a qui vivent une dépression quand l'automne arrive. Moi, c'est pas du tout mon cas. Je suis très heureux d'être en été, mais quand arrive l'automne, j'adore l'automne. J'adore aussi l'hiver, mais l'automne particulièrement, je sais pas, il y a quand même ce climat, ces couleurs et tout ça, où la nature, on commence à se couvrir un peu quand on sort se promener. J'aime bien. Voilà. Bon, j'arrête de raconter ma vie parce que c'est pas pour ça que vous m'écoutez. On va parler de plusieurs sujets aujourd'hui. On va parler du perfectionnisme, de la viande sans viande et du sommeil. Et avant de démarrer, je voulais vous parler du cours que j'ai sorti ce week-end. Donc dimanche à 10h est sorti, c'est une revue de presse d'études sur le sommeil. Et il parle à l'intérieur de cette étude c'est un rapport d'études, c'est pas une étude, de la nutrition pour mieux dormir. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de petites astuces hors compléments alimentaires qui sont vraiment intéressantes, notamment au niveau des aliments de saison. Donc je vous invite à aller voir ça. Super important pour le sportif, parce que comme d'habitude, le sportif a besoin de bien récupérer. Et je sais que beaucoup de personnes ont vu leur sommeil grandement se dégrader avec les temps qui courent. Je peux vous garantir qu'avoir un sommeil de qualité, on n'en parle jamais assez. En fait, quand les personnes dorment bien, elles s'y intéressent pas trop. Mais à partir du moment où le sommeil commence à être perturbé un petit peu par des événements stressants de la vie de tous les jours ou autres, c'est vraiment handicapant pour la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on réfléchit moins bien, on s'entraîne moins bien, on récupère moins bien. Il y a toute une cascade comme ça d'effets négatifs, et notamment par exemple sur la mémoire. Et ça, je peux vous garantir que d'avoir un bon sommeil, c'est quand même le ciment de la bonne forme, quoi. Et bon, bref, moi c'est toujours un sujet qui m'a passionné, parce que je trouve ça vraiment passionnant, le sommeil. Dites-vous bien une chose quand même, le sommeil, on se met en veille, et pendant qu'on se met en veille, il y a tout un tas de processus qui se mettent en action, aussi bien pour prendre de la masse musculaire, pour brûler du gras, mais aussi pour mémoriser ce que vous avez vu durant la journée, pour solutionner des problématiques que vous n'arrivez pas à résoudre quand vous êtes éveillé. Il y a tout un tas de processus comme ça. Et puis le rêve, c'est quand même quelque chose de fou, de ces images mentales qu'on a durant la nuit et tout ça. Et moi, ça m'a toujours passionné. C'est pour ça que je lis beaucoup de contenu sur le sommeil, aussi bien des livres que des rapports d'études ou des études, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est... on en est au début pour moi de toute cette... globalement, de toute façon, la science, on en est au début. Toutes les recherches, nous, on a l'impression que ça date de longtemps, mais à l'échelle de l'humanité, on en est vraiment au début. Donc, c'est hyper attractif. Et quand il y a comme ça des données par rapport au sommeil chez l'athlète, chez le sportif, alors quand je dis athlète, c'est toute personne qui s'entraîne, peut en profiter à petite dose. Mais pourquoi les athlètes, c'est intéressant? Parce que les athlètes, j'en parle souvent, mais c'est vrai que les athlètes sont
Vous savez, dans la moyenne des gens, il y a toujours les extrêmes de chaque côté. Il y a les purs sédentaires, obèses et tout ça. Et puis de l'autre côté, il y a les sportifs de haut niveau. Et quand on veut étudier des effets de telle ou telle chose, on va prendre les extrêmes parce que c'est beaucoup plus simple de voir des différences chez des personnes qui ont un rythme de vie qui correspond exactement à la condition souhaitée pour l'étude. Donc bon, allez voir ce lien, ça vous... Enfin voilà, ça vous donnera encore des nouvelles pistes pour solutionner vos problématiques de sommeil. Alors aussi bien sur le temps, la durée, les fréquences de réveil, toutes ces choses-là. Enfin, c'est assez complet. Donc allez faire un tour. Bon, la fausse viande, moins nutritive que la vraie. Ça, c'est un article que j'ai publié sur mon site, que vous pouvez retrouver. Alors, je ne vais pas trop le détailler ici, parce que vous avez quand même l'article qui en parle assez... surtout, vous avez mon analyse complète. En fait, ce sont des chercheurs qui ont essayé de voir un petit peu si la viande, vous savez, cette nouvelle forme de viande, qui n'est pas de la viande, donc cette viande qui est vendue viande sans viande, donc c'est de la viande à base de plantes, qui est censé corriger diverses problématiques, aussi bien climatiques que santé et bien-être animal. Donc tout un tas de valeurs comme ça mises dans le sac, qui malheureusement, plus il y a de valeurs qui s'additionnent, moins on aura de chances d'avoir quelque chose de bien. C'est ça la problématique aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de corriger tous les maux avec un seul produit, alors que malheureusement, souvent quand ça supporte une cause, ça en délaisse une autre. Et bon, là on peut voir encore une fois que celle qui est laissée de côté finalement, c'est la santé individuelle. C'est-à-dire qu'en corrigeant des problématiques de santé, de société actuelle, donc comme je viens de citer, on va négliger la santé de l'individu. Donc on en est arrivé là. Il faut se dire les choses telles qu'elles sont. On est arrivé à un stade où on recherche à corriger d'autres problématiques plutôt que celles individuelles de l'homme. Et en fait, moi, mon point de vue là-dessus, donc je vais vous citer là par exemple une citation de l'article scientifique là que j'avais récolté, où ils disent les régimes à base de nouveaux substituts à base de plantes, donc voilà les viandes sans viande là, étaient inférieurs aux besoins quotidiens en calcium, potassium, magnésium, zinc et vitamine B12, et dépassaient le régime de référence pour les graisses saturées, le sodium et le sucre. Donc en fait, pourquoi moi ça m'a fait réagir ? Parce que aujourd'hui, ça n'est pas comme si on était dans un climat, donc dans un monde où la nutrition globale de l'être humain était satisfaisante en termes de micronutriments. Et je veux dire, on voit bien qu'il y a de plus en plus de carences dans des micronutriments, de moins en moins de problématiques d'apport alimentaire en termes les micronutriments sont carencés, mais les macros, non. C'est-à-dire qu'on a suffisamment de calories aujourd'hui, mais pas assez de micronutriments. Donc, c'est là qu'est arrivé le terme de calories vides. En fait, calories vides, c'est pas des calories que vous pouvez consommer, des aliments que vous pouvez consommer comme ça, sans grossir, non. Ce sont des aliments qui vous apportent de l'énergie, mais qui ne vous apportent pas suffisamment de micronutriments, donc vous savez, toutes ces vitamines, oligo-éléments, minéraux et tout ça. Donc on appelle ça des calories vides parce qu'ils font qu'apporter des calories, finalement. Donc ce qui peut conduire à du surpoids, mais de la mauvaise santé. C'est pour ça qu'on a aussi le terme de malnutrition, ou la malnutrition. Avant, quand on parlait de malnutrition, c'était pour les personnes qui étaient maigres, qui n'avaient pas assez à manger. Aujourd'hui, la malnutrition, ça peut être des personnes obèses, mais qui sont carencées dans ces micronutriments. Et en fait, la réponse à ça, quand je vois que ça peut être de la viande sans viande, il y a un problème, parce que si cette viande sans viande arrivait sur un terrain, une population qui n'était pas carencée, à la limite, pourquoi pas ? Aujourd'hui, c'est quelque chose qui arrive sur une population qui consomme trop de calories vides et qui mange trop, donc qui est en surpoids. Globalement, il faut dire les choses comme elles sont. Quand on voit les chiffres, c'est alarmant. Donc trop de calories pour pas assez de micronutriments. Ça arrive aussi dans un monde où l'immunité est devenue hyper importante. Et donc, encore une fois, absence de micronutriments, l'immunité ne va pas être soutenue correctement. Surtout, là, je vois le zinc. Je continue. Ce constat que je vois, c'est, encore une fois, qu'on délaisse la santé individuelle au profit d'autres causes. Et je ne dis pas que les autres causes ne sont pas légitimes, mais
encore une fois, la morale ou alors le politiquement correct ou autre ne peut pas se heurter à la nature, la vraie nature. C'est-à-dire, on peut, même si c'est bienveillant, etc., de manger moins de viande, il faut aussi dire ce qui peut se passer derrière. Et donc, on pourrait se dire que tout ce qu'on nous a dit dans les études, enfin pas dans les études, non, dans les grands médias, dans les grands discours, que ce soit dans les émissions de radio d'ailleurs, qui deviennent de plus en plus de mauvaise qualité, malheureusement. Avant, j'écoutais certaines émissions de radio sur la santé qui étaient correctes. Aujourd'hui, je me rends compte que les intervenants, c'est toujours les mêmes. Et voilà. Et je parle pas dans le domaine de la santé globale, hein. Je parle vraiment dans la nutrition. La santé globale, ça fait des années que j'écoute plus tout ça, parce que c'est, je trouve que c'est malheureux. Mais en termes de nutrition, il y a de moins en moins d'intervenants de bonne qualité, on va dire. Avant, j'entendais souvent des chercheurs, de l'INRA ou de l'INSERM, ou enfin des personnes qui étaient, on va dire, un petit peu plus pointues. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont déjà, ils ont tous écrit un livre, donc on se demande s'ils viennent pas faire la promotion de leur bouquin plus que parler réellement des problématiques au niveau de la santé liées à l'alimentation. Et donc il y avait un autre rapport là qui avait été, alors tout ça c'est documenté dans l'article, où ils expliquaient que finalement consommer plus de viande transformée, oui, ça rend en mauvaise santé, mais consommer plus de viande de bonne qualité non transformée, ça augmentait la bonne santé. Donc réduire la santé, détériorer la santé avec de la viande transformée, la renforcer avec des viandes d'origine brute. Donc moi, en fait, mon constat, c'est toujours la même chose, c'est que si je vous pose une question simple, mais préfériez-vous aujourd'hui manger 40 grammes de protéines d'origine transformée ou 20 grammes de viande brute? Moi, personnellement, j'ai fait mon choix. Je préfère manger moins et de meilleure qualité. Et parce que ça, c'est quand on a réussi à combattre la terreur du manque de protéines. Vous savez, chez le sportif, cette peur du manque de protéines, quand on a réussi à passer au-delà de ça, mais pour passer au-delà de ça, faut faire l'essai et puis voir qu'il se passe rien. Voilà. Mais bon, si vous avez quand même une dose assez satisfaisante, mais je veux dire, l'excès protéique aujourd'hui, on voit bien que ça donne pas forcément des résultats beaucoup plus importants en termes de masse musculaire et tout qu'un apport normal. Quand je dis normal, c'est normal pour un sportif. Je dis pas normal on va pas manger autant de protéines que votre oncle ou votre tante ou je sais pas qui fait pas du tout de sport. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais d'essayer de réduire un petit peu pour augmenter la qualité, parce que c'est toujours pareil. Si un aliment est de meilleure qualité et qu'il est mieux assimilé, etc. En tout cas, on peut en tirer plus de briques constructrices que des aliments de mauvaise qualité. Est-ce que c'est pas gagnant? On a moins peut-être de déchets, moins de substances qu'on n'a pas envie d'avoir, quoi. Donc l'étude a été claire, manger de la viande de bonne qualité renforce plutôt la santé, et en tout cas c'est la santé au niveau mental, là pour le coup, dans l'étude, et de la viande transformée, ça a plutôt tendance à détériorer. Et il y avait une citation là, d'un nouveau film, un film récent. Je vous l'avais mis dans une vidéo, je crois, ou dans un autre podcast. C'est dans le film Un homme en colère, là, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et que j'ai un peu remanié parce que dedans, vu que, je l'ai un peu remanié. Voilà, ça se fait pas. Bref, on s'en fout. Donc, je cite quand même le film. C'est Un homme en colère. Et moi, je l'ai remanié en disant: nous sommes passés de l'homme paléolithique en forêt à l'homme diabétique au foyer. Et en fait, cette phrase, elle veut tout dire. Donc, elle n'est pas de moi à la base. Je l'ai juste remanié un petit peu. J'ai rajouté le mot en forêt, paléolithique, pour que ça rime en fait avec diabétique au foyer. Donc, nous sommes passés de l'homme paléolithique en forêt à l'homme diabétique au foyer. Et c'est vrai que juste cette phrase devrait quand même un petit peu, pas alarmer, mais faire prendre du recul sur la situation actuelle. Par rapport à l'alimentation, où on est de plus en plus pointu sur des petites choses qu'on invente et tout, alors que si on regarde bien, alors certains vont dire oui, mais la viande d'avant était plus riche, était plus machin. Oui, mais je pense que la viande d'aujourd'hui de bonne qualité est toujours mieux qu'une viande d'aujourd'hui complètement transformée. Donc il faut essayer aussi de composer avec ce qu'on a aujourd'hui et pas être trop défaitiste. Sinon on finit par rester chez soi devant son clavier et être rageux. Mieux vaut essayer de composer avec ce qu'on a et de faire les choses un petit peu plus intelligemment. Bon, allez lire l'article, il y a les références scientifiques et tout pour les
les personnes qui aiment bien lire ce genre de rapport, pardon. Et donc voilà. Bon, on va passer au sommeil, parce que j'avais un article sur le sommeil que j'ai récupéré, je ne sais plus où, mais vous avez encore une fois les sources dans les notes de l'émission. Donc le manque de sommeil provoque une attirance pour ce qui est rapide et facile. Difficile de suivre un cours exigeant le lundi matin quand on n'a pas assez dormi le week-end. Donc cette première phrase déjà, elle devrait vous parler. Le manque de sommeil provoque une attirance pour ce qui est rapide et facile. C'est vrai que quand on est fatigué, on a mal dormi, on va être beaucoup plus tenté de se distraire, donc de laisser son cerveau en pilote automatique devant un flux Instagram, un flux Facebook, ou alors de la nourriture facile à préparer, ou avec rapidement en tout cas des sensations fortes dans la bouche, donc typiquement du sucré, du salé, du gras, etc. Et d'ailleurs, j'en parlais hier avec un ami qu'on avait à manger à la maison. Et moi je le voyais, il me dit tiens, je suis allé faire un tour sur Facebook, je sais plus ce qu'il me raconte, et je dis mais je viens de prendre conscience d'une chose, c'est que ça fait plus de peut-être 3-4 ans que je suis complètement détaché de Facebook. C'est-à-dire que je n'y vais plus. Alors vous allez me dire, mais si Théo, tu y es tous les jours, je te vois, tu publies 2 fois par jour. Oui, non, mais au niveau professionnel, je vous montre mon contenu pour que vous puissiez avoir, j'espère, à travers tous les débats, les machins un peu à la con, un petit peu de contenu, on va dire pédagogique. Mais bon, même si je sais que le contenu informatif, je ne sais pas si on dit ça comme ça, ou pédagogique, c'est valeur zéro pour le partage et tout. Je le vois bien, quand on apprend des choses aux gens, ils s'en foutent en fait. Si c'est pas du buzz, ça marche pas. Mais bon, bref, je publie quand même des choses sur mon profil professionnel, mais à titre privé, même plus de compte actif, quoi. Enfin voilà, on est obligé d'avoir un compte privé pour avoir un compte pro, mais je veux dire, moi j'avais déjà tout nettoyé, c'est-à-dire que j'ai plus aucune actualité dessus et je n'y vais plus du tout. Donc c'est plus une source de divertissement pour moi ni rien. Et je me rends compte que c'est vrai que beaucoup de personnes ont misé là-dessus pour avoir une journée satisfaisante en fait. Tiens, je vais aller voir ce qui se passe sur Facebook, tiens, je vais aller voir ce qui se passe sur Instagram, etc. Et quand on manque de sommeil, on a une attirance accrue vers ce genre de comportement. Donc voilà. Après, je continue les citations. Alors ils disent, pour commencer, c'est notre capacité de concentration qui décline quand on manque de sommeil. Dès la première nuit trop courte. Donc c'est pas une accumulation, même s'il y a accumulation au bout d'un moment, mais dès la première nuit trop courte, notre capacité de concentration décline. Il devient plus difficile au cerveau d'activer son réseau attentionnel dorsal. Bon, c'est de la traduction anglais-français. Il s'agit d'un réseau de neurones, alors attendez, hop, j'ai pas la fin de la phrase, qui met en relation 2 aires cérébrales importantes, le cortex préfrontal et la partie supérieure du lobe pariétal. Le lendemain matin, nous nous réveillons non seulement idiots, mais également grognons. Car le manque de sommeil a aussi un effet bien établi sur l'humeur, avec en particulier une hypersensibilité aux stimuli négatifs. Et en fait, j'en parlais rapidement un petit peu. Pourquoi j'ai voulu parler du sommeil ? Parce que vu que j'en parle beaucoup ce week-end, j'en ai beaucoup parlé. Là, c'était un sujet un peu plus léger, mais c'est vrai que le sommeil est toujours mis je ne vais pas dire au second plan, mais très très loin. C'est-à-dire que beaucoup d'individus pensent qu'on peut mettre le sommeil de côté. Je m'explique. Pas mal de personnes, quand on discute, quand je les ai avec moi en consultation, qui ont besoin de renseignements ou autres, ils m'expliquent un petit peu leur nutrition, ils m'expliquent leur style de vie, ils m'expliquent leur entraînement. Et quand on arrive à la partie sommeil, souvent, la réponse que je vais avoir, c'est bon, ça de toute façon, le sommeil, je sais qu'il faut bien dormir, mais moi je peux pas parce que X ou Y, parce que j'ai des enfants, ou parce que je finis le travail tard, ou parce que, enfin bon, voilà, il y a toujours des raisons. Et donc du coup, le fait de verbaliser ça, ils essayent de me faire dire que ok, bon, ça on peut pas agir dessus, donc on va travailler ailleurs. Sauf que moi, j'ai toujours je mets toujours un veto là-dessus. Je dis non, stop. Le but, on va essayer d'améliorer quand même ce qu'on peut améliorer sur le sommeil. Et beaucoup de personnes se penchent uniquement sur la durée de sommeil. C'est-à-dire qu'ils disent, moi, j'ai que 5, 6, 7 heures
de sommeil par nuit. Et donc, du coup, je ne peux pas faire mieux. Donc, Théo, on passe à autre chose. Non. On peut faire plein d'autres choses. Parce que ces 5, 6, 7 heures, on peut les transformer en 5, 6, 7 heures de bien meilleure qualité. Et c'est là, justement, où le sommeil, on a beau, encore une fois, essayer de dire que c'est pas... on sait que c'est important, mais on ne peut pas s'en occuper. Ouais, mais ne pas s'en occuper, c'est se priver de progrès en termes de masse musculaire, c'est freiner, voire stopper sa perte de graisse. Faut vraiment en être conscient de ça. Hein. Les gens qui ont des problèmes à sécher, il peut arriver assez fréquemment d'ailleurs que quand je leur demande leur qualité de sommeil, leur durée de sommeil et tout, ils me disent que c'est complètement désastreux. Et ça, j'en avais déjà parlé, dans une autre vidéo ou dans un autre podcast, qu'un sommeil de mauvaise qualité, c'est plus de muscles perdus durant la nuit et plus de gras gagnés, voire verrouillés. Et un sommeil de très bonne qualité, c'est plus de muscles maintenus, donc du coup on catabolise moins de masse musculaire, et plus de graisse utilisée à des fins énergétiques durant le sommeil, donc on perd plus de gras. Donc le ratio est beaucoup plus intéressant quand on a un sommeil de bonne qualité et de bonne durée. Donc c'est toujours intéressant, même si vous ne pouvez pas augmenter la durée de votre sommeil, de vous intéresser à la qualité de votre sommeil. Et pour ça, il y a plein d'astuces possibles. Aussi bien des astuces de style de vie, j'en parle largement sur mon site, donc voilà, la chambre et tout ça, mais aussi de méthodes au niveau de nutrition, au niveau même... Enfin, il y a plein de tips. Et vraiment, le fait d'augmenter ça, parce que, je sais pas, est-ce que vous avez remarqué que vous avez moins de mémoire les jours où vous êtes fatigué, où vous arrivez moins à réfléchir, vous êtes moins pertinent, par exemple, dans vos propos, ou si vous avez une réunion avec votre boss, ou que, je sais pas, vous êtes vendeur, vous arrivez moins à vendre vos produits, je sais pas, si vous faites du porte-à-porte, ou le porte-à-porte, c'est un peu dépassé, je pense, mais vous m'avez compris, quoi. Et le manque de sommeil perturbe l'intégralité de la journée. Et je sais que c'est des belles paroles et tout ça, que tout le monde le sait, mais moi j'ai su aussi ces bonnes paroles depuis toujours, mais on a tellement peu de contenu, d'informations dessus, quand on est encore en mode grand public, quand on ne s'y intéresse pas. Et je parle aussi grand public qui font de la musculation, hein. Je parle des peut-être vous. Hein. C'est vrai que quand on démarre l'entraînement, ou même quand ça fait quelques années qu'on s'entraîne, on est toujours en quête de contenu, de connaissances sur l'entraînement et la diététique, mais très peu sur le sommeil. Alors que pourtant, je vous garantis que ça fait vraiment la différence. Même quand vous vous réveillez le matin, vous pouvez avoir un physique différent en fonction de la qualité de votre sommeil, donc perçu dans le miroir. Évidemment, vous n'allez pas vous retrouver avec un tour de bras plus 10 cm. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais un aspect visuel, même votre visage peut être plus reposé, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça. Et je pense que c'est important de commencer sérieusement, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous intéresser au sommeil, quoi. Alors, le dernier sujet, c'est perfectionnisme et mauvaise santé. Donc là, on rentre dans le dur. Voilà, j'ai fait une petite pause et je commence à comprendre d'ailleurs pourquoi on met des pauses musicales dans les émissions de radio, parce que ça permet de se reposer un petit peu. Bon, en fait, ça me permet surtout moi de boire et de mettre le sujet que j'ai à vous traiter devant les yeux. Donc perfectionnisme et mauvaise santé. Très commun au perfectionnisme. Alors en fait, là dans l'article, ils ont regardé un petit peu si le perfectionnisme était bon, mauvais pour la santé, enfin quelles étaient un petit peu les problématiques et tout ça. Donc je vais vous lire et puis après on en parle. Alors très commun aux perfectionnistes. Donc si vous doutez, alors je sais que dans on a souvent, mais moi-même déjà, je l'ai déjà dit, quand il vous arrive un petit peu d'avoir un travers où vous êtes un petit peu minutieux dans un domaine de votre vie, le mécanisme de défense qu'on peut utiliser face à ça, c'est dire « Ah, de toute façon, je suis un peu perfectionniste ». Alors, il y a certains moments où le dire nous met en valeur, et d'autres moments où le dire nous met un petit peu, enfin voilà, ça ruine un petit peu notre réputation aux yeux de la personne, de l'interlocuteur, quoi. Mais on l'a tous déjà dit au moins une fois. Moi avec ma voiture, je suis perfectionniste. Ou moi avec le rangement, je suis perfectionniste. Ou moi avec le ménage, je suis perfectionniste. Ou moi quand je fabrique ou je range les fils derrière ma télé, je suis perfectionniste. Il faut qu'il n'y ait rien qui traîne. Donc on a tous un petit domaine comme ça où on a ces petits tocs de perfectionnisme. Et voilà, c'est normal. Voilà, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais bon, on va voir les traits communs aux perfectionnistes, globalement. Donc déjà, la procrastination. Oui, parce que si on est perfectionniste et qu'on se dit, tiens, aujourd'hui, je vais
monter une nouvelle bibliothèque dans mon salon. Mais on veut la bibliothèque parfaite, on sait il nous reste 5 heures devant nous dans la journée, après c'est la nuit, il faut aller dormir, donc du coup on n'a pas le temps puisqu'on sait que ça va nous prendre plus de temps, donc on procrastine. Donc ça c'est une des causes, pour moi ils ont bien fait de le mettre en premier parce que je pense que le perfectionniste procrastine beaucoup, et dans le monde professionnel, un perfectionniste vous avez dû en entendre parler autour de vous. Vous savez, ces gens qui se jugent un peu supérieurs, qui disent moi je suis au potentiel, ou je suis, je sais pas, un peu surdoué et tout ça. Du coup, j'ai plein d'idées, je m'intéresse à tout, je suis très curieux, mais je passe jamais à l'action. Pour moi, c'est pas qu'il est plus intelligent que les autres ou quoi. Pour moi, c'est juste une personne qui, en fait, un vieil enfant. Qui n'arrive pas à prendre une bonne décision et à se priver de toutes les autres. Donc à se dire ok, je me focalise sur ça et je fais le deuil de toutes les autres choses que je vais abandonner. Parce qu'être curieux de tout et vouloir tout faire dans sa vie, c'est ne pas être capable. C'est comme les enfants en fait, on veut jouer à tout, il a ce jouet là, je le veux aussi, on veut tout en même temps. L'adulte à un moment donné se dit ok, je suis capable de sélectionner un domaine, de m'y concentrer à fond et d'avancer. Donc la procrastination souvent est liée au perfectionniste aussi à cause de ça, parce que justement il veut tellement bien faire la chose dans laquelle il veut se développer. Donc je sais pas, par exemple il veut monter son entreprise, il veut tellement bien faire qu'à chaque fois il repousse parce qu'il lui manque toujours un petit détail pour que ça soit parfait. Je vais prendre un exemple sur un site internet par exemple, quelqu'un qui veut se lancer sur internet, il va vouloir avoir la super page d'accueil machin et tout, mais il va jamais la mettre en ligne parce qu'il y aura toujours une couleur qui sera pas dans ses tons, une police de caractère qui sera pas bonne, etc. Et donc du coup il va perdre énormément de temps. Donc ça c'est vrai que c'est voilà. Après il y a la peur de l'échec. On est trop axé sur les résultats, on est très critique, on pense trop, on a des normes irréalistes par rapport aux gens dans la vie de tous les jours. Penser tout ou rien. Donc là, c'est marrant parce que c'est ce que je viens de dire un peu. Hein. C'est soit on fait à fond, soit on fait rien. Et j'avais pas lu la liste avant. On a une faible estime de soi. Donc oui, parce qu'en fait, le perfectionnisme, on se cache. Parce que si on arrive à faire quelque chose de parfait, on ne pourra pas nous critiquer puisque c'est parfait. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais la perfection n'existe pas, on s'en fout. Non, mais le but, c'est d'arriver à un résultat tellement haut de gamme que finalement, on ne pourra pas remettre en cause l'individu. On sera tellement concentré sur son projet et sur son résultat que l'individu disparaît derrière ça, en fait. On voit que le résultat, waouh, c'est fascinant. Et donc, du coup, souvent, ce sont des personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes et elles se cachent derrière cette forme de perfection. On est souvent sur la défensive, on accepte mal la critique. Ça, moi, je peux vous le garantir. Vous savez, souvent, on dit c'est quoi vos défauts, qualités et tout. Et les gens, souvent, ils disent oh, je suis trop méticuleux. Je suis trop. Qu'est-ce qu'il y a comme aussi les défauts ? Je suis trop consciencieux. Vous savez, toujours les défauts qui font bien, quoi. Les défauts où on dit ouais, c'est un joli défaut. Mais les gens, il faut dire la vérité. Moi, par exemple, la défensive, ouais, je suis souvent sur la défensive. Ça, c'est pas un défaut qui est valorisant devant un employeur. Hein. Ou je suis parfois un peu manipulateur. Voilà. Je peux être parfois, je sais pas moi. On peut en trouver, mais des vrais défauts. Et la défensive en fait partie au niveau perfectionniste. Et ce qui se comprend encore, parce que c'est tellement des sujets qu'il prend à cœur que forcément la défensive elle va s'installer dès qu'on va critiquer son truc, quoi. Et il y a encore avoir du mal à recevoir des compliments, difficulté à célébrer le succès, besoin d'une validation externe. Donc difficulté à célébrer le succès, c'est normal parce que quand tout le monde va percevoir son projet comme super, il va vouloir célébrer ça, félicitations, lui il n'en verra que les défauts et il attendra toujours que quelqu'un les détecte aussi. Et donc du coup les mettre en lumière. Donc il aura du mal à célébrer les succès étant donné qu'il pense que quelqu'un va détecter la problématique et lui mettre en pleine tronche. Donc il ne veut pas se réjouir. Donc besoin d'une validation externe, ce qui est paradoxal, c'est écrit là, parce que justement ça crée beaucoup de brouillard en fait, parce que la personne a du mal à se décider, quoi. Bon, pourquoi je parle de tout ça et je continue à citer. Donc les étudiants et à peu près tout le monde sur la planète ressentent la
pression de se perfectionner par rapport aux autres, ce qui conduit à une insatisfaction physique et financière, à des objectifs d'éducation et de carrière inaccessibles et à une myriade d'autres problèmes, tous centrés sur le manque, le sentiment de manque en fait. Donc globalement, ce sont des personnes qui ont un sentiment de manque. Donc si vous êtes un peu perfectionniste et tout, et on a tous un sentiment de manque, qu'on le veuille ou non, on a tous un petit truc comme ça qui nous manque. C'est jamais la même chose selon les individus, mais enfin jamais. Il y a des grandes catégories, mais on va dire qu'on a tous notre passé, on va dire, et c'est souvent centré sur le manque. Donc quand vous êtes perfectionniste sur quelque chose, ça peut être intéressant d'analyser un petit peu quel est le manque lié à ça, quoi. Bon, en fait, vous allez me dire, ouais, mais attends, pourquoi on parle de tout ça ? Parce que perfectionnisme et sport, ça va un peu ensemble. Donc je continue. Ce n'est pas seulement la santé mentale qui en prend un coup, parce que oui, évidemment, la santé mentale prend un coup par rapport à ça. En plus de la dépression clinique, de l'anxiété, de l'épuisement professionnel et des troubles de l'alimentation, donc premier lien avec notre monde à nous, troubles de l'alimentation, les perfectionnistes ont un risque accru de développer une hypertension artérielle et une maladie cardiaque en raison du stress auto-imposé et de l'échec perçu. Ils ont également tendance à avoir plus de mal à se remettre d'une crise cardiaque et à gérer les maladies auto-immunes. Donc ça, c'est... Voilà. Et nous, la perfection dans le monde du fitness, elle est, alors plus pour les bodybuilders et tout ça, mais elle est quand même assez présente. Et il faut pas oublier faut pas oublier ces caractéristiques nocives pour la santé. On peut aimer les belles choses, la perfection, mais ne pas être perfectionniste. C'est-à-dire que on peut aimer ou souhaiter avoir de super résultats sans pour autant être toujours dans le négatif lors de ces entraînements, à chaque fois qu'on mange. Imaginez-vous une vie où quand vous vous mettez sous la barre, vous poussiez par exemple votre barre au développé couché, vous avez 100 kilos, et vous dites c'est pas encore bon, hein, il y en a qui font 150. Bon. Et vous êtes à table après, vous mangez votre viande, votre poisson ou je sais pas, vos légumes, peu importe. C'est pas encore bon parce qu'il y en a qui peuvent manger que de la viande nourrie à l'herbe et puis des légumes bio du jardin. Donc en fait, les personnes ne sont jamais satisfaites. Au lieu de se réjouir quand même des efforts, parce qu'on voit toujours, quand on pratique le fitness et tout ça, on voit toujours ce qu'il y a devant. C'est-à-dire, on voit toujours ce que nous, on n'a pas encore. Donc les résultats physiques, l'accès à la nutrition de pointe qu'on n'a pas forcément, où on n'a pas forcément accès, faute de budget, faute de disponibilité des aliments et tout. On voit l'équipement qu'on n'a pas dans son home gym. On voit la salle de musculation qu'on n'a pas, qui est aux États-Unis, mais que nous, on n'a pas en France. Et on voit toujours ce qu'on n'a pas. Donc du coup, on se dit, si j'avais ça... Là, ça va barder, j'aurai un super physique. Par contre, on oublie une chose très importante, c'est d'observer tout ce qu'on a franchi, tout ce qu'on a dépassé. Et ça, c'est important. Très peu de personnes sont capables de, quand ils vont mal un petit peu ou qu'ils remettent en question leur entraînement, des choses comme ça, ils ont du mal à faire un feedback et de se dire, quand quelqu'un arrive face à vous et vous dit, ce que tu fais comme entraînement, c'est nul, la bonne façon de se muscler, c'est ça. Je sais pas, il vous sort le full body, le push-pull legs, le machin, enfin bon bref, il vous sort n'importe quelle autre méthode que ce que vous aviez vous pratiqué pour obtenir votre physique. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut pas douter. Il faut pas douter parce que les résultats que vous avez obtenus jusqu'à aujourd'hui sont bel et bien la somme des actions que vous avez menées jusqu'à aujourd'hui. Donc la méthode d'entraînement que vous avez utilisée a visiblement fonctionné si vous avez un bon physique. Votre diète aussi. Donc, c'est ça, moi, que j'essaye de présenter aux gens, c'est de leur dire, essayez, quand vous êtes toujours dans une phase de perfectionnisme comme ça, essayez régulièrement de faire un petit retour dans le passé pour dire, mais attends, rappelle-toi de la vie que tu avais avant, rappelle-toi du rythme sportif que tu avais avant de démarrer tout ça, regarde quand même aujourd'hui ce qui se passe, quoi. Et donc là, déjà, ça permet un petit peu de se détendre, de se poser, de se dire ok, je peux m'asseoir un peu tranquille, je sais pas quels arguments il a en face de moi pour me dire que sa méthode d'entraînement elle est mieux, mais moi ça fait peut-être des années et des années que tous les jours ou que quasiment tous les jours je déplace des poids, j'ai quelque chose qui ressemble à une alimentation saine dans mon assiette, je pense pas avoir de leçons de morale à recevoir ou de conseils
d'une personne voilà qui débarque comme ça et qui remettrait tout mon château fort en branle, quoi. Et je sais que beaucoup de personnes ont du mal à faire ça. Moi-même, j'ai eu du mal à faire ça au début, je ne vous cache pas, on a toujours tendance à se remettre en question. La remise en question est très importante, attention. Mais ne remettez pas l'intégralité de vos connaissances et de votre progression en question tout le temps, parce qu'en fait, vous faites que travailler sur des fondations et vous gravissez jamais les échelons, en fait. À un moment donné, il faut quand même poser quelque chose, les valider. Vous pourrez revenir dessus dans le futur pour bidouiller, mais il faut quand même construire quelque chose. Sinon, on reste au niveau zéro, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on a des avis sur tout, on a des connaissances sur tout, mais on est bon en rien, en fait. Donc, c'est un petit peu dommage. Et eux, ils donnent là dans l'article quelques tips anti-perfectionnisme. Donc, vérifiez vos motivations réelles. Donc, c'est vrai que quand les gens sont perfectionnistes, souvent, elles vont se lancer tête baissée dans quelque chose, mais finalement, elles ont oublié de se dire, est-ce que c'est vraiment important ? Est-ce que c'est vraiment urgent ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me fait envie ? Ou est-ce que c'est simplement parce que le défi était face à moi et que je me suis dit, je suis capable de le surmonter, il faut que je fasse comme ci, comme ça, etc. Et en fait, tellement absorbées par le processus de résolution du problème, elles en oublient qu'à la clé, c'est pas quelque chose qui leur plaît, en fait, ce qui va arriver. Et donc, vérifiez vos motivations. Quand vous sentez que vous êtes dans une spirale comme ça de perfectionnisme, vérifiez si le résultat que vous attendez à la clé est quelque chose que vous avez vraiment envie d'obtenir. Parce que est-ce que ça nécessite et est-ce que vous avez besoin d'épuiser votre énergie là-dedans ? Si le résultat à la clé est tout con, quoi, ça ne vous changera pas la vie et ne vous rendra pas mieux, voilà, quoi. Donc après, ils disent aussi étiquetez vos peurs. Bon, quelles sont les peurs que vous avez dans votre vie, vous les notez et essayez de tracer des courbes avec les domaines où vous avez du trop de perfectionnisme. Ne pas vous comparer, donc essayez d'éviter de vous comparer. Fixez-vous des objectifs réalistes, accordez-vous du crédit et desserrez votre prise. Alors, donc lâchez prise, quoi. Toutes ces choses-là, c'est un petit peu du domaine du développement personnel. Je peux vous garantir qu'il y en a quelques-unes qui sont intéressantes. La première, donc vérifiez vos motivations, ça c'est important. Étiquetez vos peurs, donc les nommer en fait. Ça pour moi c'est important, je pense, parce qu'en fait on agit sur soi. Mais après, fixez-vous des objectifs réalistes, accordez-vous du crédit, desserrez votre prise. Donc déjà, ou lâchez prise. Lâcher prise, c'est bien beau, mais les gens, à un moment donné, là c'est de l'éducation. C'est-à-dire que si les gens ne savent pas lâcher prise, c'est pas en disant il faut que tu lâches prise. Non mais sans déconner, si j'y arrivais, je le ferais. En fait, ça c'est un travail comme apprendre à faire un squat ou apprendre à faire, je sais pas, n'importe quel truc, à faire du vélo ou quoi. Apprendre à lâcher prise, c'est pas on claque. Ah ouais, j'y avais pas pensé. Non, c'est quelque chose. Chacun il y arrivera par son moyen, quoi. Il y en a ils vont faire du yoga, il y en a ils vont faire de la méditation, il y en a ils vont sortir se balader en forêt, il y en a ils vont aller voir des amis. Bon, voilà. Mais il faut essayer de se dire ok, à quel moment je suis le plus zen dans mon quotidien. Tiens, c'est quand je fais ça. Donc je vais amplifier la dose de ce truc-là pour essayer de lâcher prise. Accordez-vous du crédit. Ça, j'ai un petit peu de mal avec ça, de s'accorder du crédit comme ça, parce qu'à long terme, ça peut conduire à une forme de narcissisme ou autre. Et s'accorder du crédit... Non, je veux dire, c'est pas fort. En fait, avoir besoin de le faire, c'est un petit peu trompeur. C'est un petit peu comme les livres de développement perso qui disent vous méritez de ci ou de ça. On mérite, je sais pas si pas tout le monde ne mérite. Je suis désolé, il y a des gens qui méritent pas. Les mauvaises personnes ils méritent pas d'avoir des bons résultats dans leur vie de tous les jours et tout ça. S'ils font pas ce qu'il faut pour, je veux dire, c'est pas quelque chose, c'est pas un acquis pour tout le monde. On mérite les choses qu'on va titiller, en gros, où on va un petit peu transpirer. C'est-à-dire que le réconfort s'obtient d'abord dans l'inconfort. Enfin, on a besoin d'une forme d'inconfort pour obtenir du réconfort et du confort. Et se passer de la notion d'effort et d'inconfort, c'est un petit peu étrange. Pour moi, ça revient à dire manger un bonbon sucré, quoi. C'est la voie rapide en fait, et j'aime pas trop ce genre de comportement et de conseils. Donc c'est pour ça dans la liste, c'est pour ça que je cite, y a des choses avec lesquelles je suis en accord et d'autres moins en accord.
Et des objectifs réalistes, évidemment. Mais il faut faire attention aussi avec la chose opposée, c'est que qui va comment dire, va nommer des objectifs réalistes. Par exemple, dans le monde du fitness, qu'est-ce qu'un objectif réaliste ? C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit ce physique est-il atteignable naturellement ? Et s'il vous dit oui ou non, c'est lui qui a défini ce qui était réaliste. Donc du coup, sur quelles vont être vos propres bases de ce qui est réaliste ou pas. Et là, moi, je vous invite plutôt à être très individuel et à être très, comme on disait tout à l'heure, de vérifier ses motivations, de travailler par échelle, en fait, avec une forme de grille de lecture un petit peu plus complexe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelles sont vos motivations en termes d'apparence physique, donc je veux être bodybuilder de haut niveau n'est pas pareil que je veux être mannequin sur un plateau de, je sais pas, un défilé de mode, qui n'est pas pareil que je veux faire la couverture d'un magazine, qui n'est pas pareil que je veux être la nouvelle ou le nouveau, enfin l'égérie d'une marque de vêtements. Enfin bon, bref, on peut avoir tout un tas de motivations, mais une fois que ça c'est nommé, en fonction de ça, on peut se dire, ok, qu'est-ce qui est un objectif réaliste. Donc l'objectif irréaliste pourrait être de dire je vais en faire très peu en termes d'entraînement et de nutrition, mais je veux viser être meilleur que le plus beau mannequin mondial. Donc là, il y a un objectif, il y a une forme de contradiction en fait. Alors qu'on pourrait dire, bon ben voilà, je détecte que les personnes qui ont le physique que je veux s'entraînent tant de temps par semaine et mangent tel type d'alimentation, je ne peux pas en faire autant, donc je vais viser un physique comme le leur, mais on va dire avec un laps de temps peut-être plus long pour l'obtenir, ou alors en sachant que si je veux m'en rapprocher au mieux, il faudra, quand je serai bien habitué à ma routine d'entraînement, de nutrition et tout, en faire un petit peu plus pour essayer de m'en rapprocher. Mais je sais très bien que je ne pourrai jamais être dans un court laps de temps aussi bien qu'eux, étant donné que je ne fais pas la même chose, que je ne mets pas la même intensité et tout ça. Donc c'est vraiment une réflexion. C'est pas c'est pas de la pensée positive ou de la visualisation où vous allez vous réveiller le lendemain matin et voilà. Et c'est pour ça que pour les perfectionnistes, je pense que vérifier ses motivations, vérifier aussi ses craintes. Donc eux ils parlent de peur, mais voilà. Et ça déjà avec ces deux choses-là, on peut quand même bien décomposer le planning pour la suite des choses, quoi. Mais bon, il faut savoir, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a quand même des symptômes et des causes des résultantes du perfectionnisme au niveau de la santé plutôt négatives et souvent c'est d'ordre psy, quoi. Donc psychologique. Dépression, anxiété, épuisement professionnel et troubles. Alors épuisement professionnel, oui, burn-out, c'est très lié au perfectionnisme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le perfectionnisme attend toujours un super résultat. Il l'obtient jamais, donc il se grille au travail. Il n'a pas de reconnaissance. En fait, une personne qui tout le temps, qui attend la dose massive de plaisir liée au résultat et qui l'obtient jamais, puisque étant donné qu'il est perfectionniste, ça ne va jamais. Donc du coup, il n'a jamais la perfection. Donc il n'a jamais en fait le Noël à la fin de l'année. Il n'a jamais le « j'ai souffert, mais maintenant je suis récompensé, je peux partir sur autre chose ». Non, en fait, lui, tout le temps, il est dans la souffrance et jamais il a la récompense. Donc du coup, à long terme, épuisement. C'est-à-dire que son cerveau, il dit « Oh, à un moment donné, moi, il faut que tu me valides que j'ai bien fait, tu le fais pas, donc moi, j'en peux plus, quoi. Si tu ne m'envoies pas une capsule opposée aux capsules que tu m'envoies tout le temps, je peux pas, ma biochimie, ma réflexion, tout ça, au bout d'un moment, voilà, je suis saturé, je suis surentraîné nerveusement, et donc du coup, ça pète, quoi. Mais les troubles de l'alimentation, forcément, le perfectionnisme dans la diète, c'est quoi ? C'est la personne qui veut toujours mieux faire, puis à la fin, elle se retrouve à jeûner et à manger que les 3 haricots qu'elle fait pousser dans son jardin parce que c'est le seul truc qu'elle peut maîtriser. Et là, c'est problématique aussi. Donc, il y a cette notion d'équilibre où aimer les belles choses et la perfection, même si les belles choses ne sont pas la perfection, mais aimer se rapprocher des choses parfaites, c'est très bien, mais il faut se garder cette marge d'erreur et cette marge d'imperfection qui permet de valider et d'avancer. Parce que justement, de se dire « Ok, aujourd'hui, je n'ai pas pu m'entraîner à la perfection, mais je me suis quand même entraîné ». Là où le perfectionniste dirait « Je n'ai que 30 minutes pour m'entraîner et pas le matériel pour, donc je ne fais pas la séance. On verra demain. » Donc procrastination. Donc celui qui aime la perfection de vouloir s'entraîner tous les jours,
mais qui n'est pas perfectionniste au point de se dire si je n'ai pas exactement le timing pour m'entraîner, exactement le matériel pour m'entraîner, je peux quand même m'entraîner. S'il est capable de se dire ça, lui progressera. Donc il aime la perfection, savoir qu'il est un sportif et qu'il a envie de s'entraîner régulièrement, mais il n'est pas, on va dire, complètement borné et complètement fermé à d'autres formes d'entraînement, ce qui lui permet de reproduire beaucoup plus souvent des séances, même si elles ne sont pas toutes intenses. Pareil au niveau nutrition, il est capable de faire les bons choix alimentaires, même parfois s'il y a un petit aliment qui se glisse dans l'assiette et tant pis, j'avais plus d'huile d'olive, j'ai mis un peu d'huile de tournesol, je sais que c'est pas bien, mais bon, j'allais pas non plus ne pas manger, quoi. Enfin, et il faut avoir cette petite dose, même si l'huile de tournesol, l'huile d'olive, c'est pas le bon exemple, parce que le mieux c'est toujours avoir de l'huile d'olive, je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça ? On mange pas, et là ça conduit à des dérives. Donc il faut être capable, comme je disais tout à l'heure, du feedback, de se dire, ok, globalement sur la semaine je mange bien, quoi. Donc si je fais une petite erreur à midi ou ce soir, est-ce que c'est vraiment fondamentalement dramatique ? Est-ce que ça peut pas m'aider justement à me dire je vais prévoir pour que ça se reproduise pas, mais pas se punir et péter complètement un câble parce qu'on a perdu le contrôle de la perfection dans son assiette, quoi. Et ça, pour moi, je pense que, encore une fois, quand on est capable de raisonner comme ça, on est capable d'être à l'entraînement quasiment tous les jours, sauf les jours de repos évidemment. On est capable de manger sainement quasiment tous les jours, sauf les jours de fête ou les jours de repas plaisir. Et la vie est beaucoup plus cool. Parce qu'on n'est plus dans cette obsession de perfection qui, souvent, est chez les personnes qui maîtrisent assez peu les choses, en fait. C'est-à-dire que on a un champ très réduit de choix quand on maîtrise assez peu les choses, parce qu'on a peu de connaissances, donc on va savoir qu'il faut faire telle et telle chose pour être musclé, telle et telle chose pour bien manger, et donc si on n'a pas ça, ça veut dire qu'on fait mal, donc c'est parce qu'en fait on manque de connaissances. Plus on a de connaissances, plus l'éventail s'élargit, plus les choix sont importants, et donc du coup, moins on a de chances de se rater, et donc du coup, on n'a pas ces problématiques que pour avoir le perfectionniste avec un manque de connaissances, quoi. Par contre, là où ça peut être intéressant d'avoir un bon niveau de perfectionnisme, c'est dans la connaissance. Donc d'avoir, par exemple, au quotidien, se dire je vais m'imposer tous les jours d'apprendre un petit truc et pas un truc appris sur YouTube, sur, je sais pas, les actus ou les buzz, les machins ou la télé-réalité. Je parle d'un truc fondé, par exemple, avec une date de début, quand est-ce que ça a été découvert, par l'individu, hein, la recherche, pas par vous, bien sûr, et d'apprendre des petites choses comme ça. Moi, je me souviens avoir mis ça en place il y a des années et des années, de me dire tous les jours, il faut que j'apprenne un petit truc. Et peut-être qu'il y en a qui vont juger ça obsessionnel, mais moi, c'est une forme de formation continue. En fait, il y en a qui disent j'ai bac plus 4, bac plus machin. Essayez d'avoir bac plus le nombre d'années après votre bac, quoi. C'est-à-dire, votre apprentissage n'est pas limité au fait d'être assis sur les bancs d'une fac ou d'une université ou peu importe, mais c'est lié à... vous savez, il y a un chercheur, une fois que j'avais eu au téléphone, qui m'avait dit on arrête d'apprendre, le cerveau arrête de fabriquer des nouveaux neurones, d'être en bonne santé quand on arrête d'apprendre, en fait. Le cerveau se nourrit de la nouveauté et meurt dans la routine. Et je pense que le niveau d'études est lié, alors d'études, je parle niveau d'études sans parler scolaire, je vous parle vraiment de le fait d'apprendre un petit peu au quotidien. Ça peut être de tout, hein, mais je veux dire des choses quand même qui vont dans le sens de votre objectif principal. Ça vous permet de toujours avoir la chimie cérébrale qui fonctionne correctement, quoi. Je m'arrête ici pour ce podcast. Je vous invite à mieux dormir avec les conseils que je vous donne là dans le lien en description. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!